Il est 18h05, bonsoir à toutes et à tous. Nous allons pouvoir commencer cette conférence live des audacieux du patrimoine. Bienvenue à vous et merci à tous d'être présents. Sachez avant toute chose que cette vidéo est enregistrée et donc sera retransmise par la suite donc sur le site du Salon du patrimoine qui cette année, comme vous l'aurez compris, a été digitalisé après son annulation. Ce salon devant avoir lieu du 28 au 31 octobre 2020. Donc, vous pourrez retrouver cette conférence ainsi qu'un certain nombre de conférences qui ont été également faites, enregistrées ou en live sur ce site. Vous pouvez également, et j'ai vu que Marie l'a fait, poser vos questions sur le chat, poser toutes vos questions tout au long de la conférence. Et nous garderons un temps spécial à la fin de la conférence, environ un quart d'heure de questions-réponses, donc vous pourrez directement intervenir, ou vous pouvez d'ici là, par rapport à ce que vous entendez, poser vos questions dans le chat et je me chargerai de les faire remonter à nos intervenants. Donc on est très heureux de vous accueillir pour cette conférence autour du thème donc, qui est le suivant, la crise du Covid, accélérateur des mutations nécessaires aux monuments historiques. Donc, cette conférence s'organise dans le cadre du Forum du patrimoine et on remercie Atelier d'Art de France qui a permis donc de maintenir ce rendez-vous du patrimoine et de mettre en avant tous les acteurs de la filière, tous les savoir-faire du patrimoine et de continuer malgré les annulations et en lancer quelque chose dans ce premier jour de confinement, de garder un lien avec tous les passionnés du patrimoine et tous les acteurs du patrimoine. Donc, cette conférence est animée par des membres du réseau Audacieux du patrimoine. Audacieux du patrimoine est le réseau d'entrepreneurs de la demeure historique. Et donc, la demeure historique, pour ceux qui ne connaîtraient pas, est donc l'association des monuments et jardins historiques privés, donc association nationale qui a été créée en 1924 et qui est reconnue d'utilité publique depuis 1965. Et donc j'y travaille moi-même et notre mission est double, à la fois de conseiller, de former et d'accompagner les propriétaires gestionnaires de monuments historiques et à la fois également d'aller défendre et représenter la filière des monuments historiques auprès des pouvoirs publics. Et donc, c'est ce que nous faisons, et d'autant plus en ce temps de crise où il faut pouvoir trouver des solutions pour notre patrimoine. Voilà, donc cette conférence, pourquoi nous avons voulu la donner avec les audacieux du patrimoine, c'est parce que, comme vous le savez tous, on est au cœur d'une crise importante. Cette crise est venue fragiliser depuis donc très lourdement les modèles économiques des monuments historiques. Donc, il y a eu 2 mois de confinement, il y a eu une chute des recettes forcément de billetterie, d'entrée. Il y a eu une fermeture également des salles de réception et des salles de séminaire qui font partie des modèles économiques des monuments historiques. Une quasi-absence de touristes étrangers, ce qui peut être parfois très préjudiciable pour nos monuments. Et puis, tout simplement, des mesures sanitaires qui ont réduit la capacité d'accueil. Donc, c'est beaucoup d'handicap pour le patrimoine. Et pourtant, paradoxalement, de nombreux monuments historiques privés, majoritairement situés en milieu rural d'ailleurs, ont réussi à tirer leur épingle du jeu, en attirant parfois davantage plus de visiteurs cet été qu'en 2019. Alors, c'était temporaire et éphémère en juillet et en août, mais c'était finalement paradoxalement des bons mois. Et puis, tous les observateurs s'accordent pour dire que finalement, durant cet été, les Français se sont réappropriés leur patrimoine et leur région. Il y a eu donc une recherche d'authenticité, recherche de bien-être, retour au terroir et au local, besoin d'espace et de nature, envie de ludique, envie d'expérience. Et la crise du Covid, finalement, que nous vivons, semble accélérer des mutations et des tendances qui sont à l'œuvre depuis un moment dans le patrimoine et dans les monuments historiques. Et donc, finalement, la question que nous nous posons pour cette discussion, c'est, malgré le caractère vraiment dramatique de la crise, est-ce que le Covid-19 ne serait pas l'occasion pour les propriétaires gestionnaires donc, de repositionner leur offre et d'adapter leur modèle pour que demain, les monuments historiques et le patrimoine français puissent pleinement répondre aux aspirations de nos concitoyens et aux enjeux de la société. Donc voilà, en guise d'introduction, je vais laisser la parole donc aux membres du réseau Audacieux du patrimoine. Les Audacieux du patrimoine sont des propriétaires qui ont décidé de dédier leur vie et donc leur métier à la cause des monuments historiques.
c'est leur activité principale et donc c'est eux qui vont parler. Mais je vais surtout laisser la main à Philippe Aurin, que je remercie chaleureusement d'être présent parmi nous, qui va animer ces échanges. Philippe Aurin, pour l'introduire, est donc le directeur des guides de voyage Michelin, les guides verts, qui font un travail fantastique pour mettre en valeur notre patrimoine. Et donc, Philippe, je vous laisse la main pour animer ces échanges. Et puis, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et également à intervenir à la fin de la réunion. Il y aura un temps dédié pour vos questions. Philippe, est-ce que vous me recevez? Oui, oui, tout le monde m'entend. C'est bien. Parfait, c'est parfait. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi, très honoré d'animer cette conférence. Ça aurait été beaucoup plus convivial et sympathique en live avec tout le monde en face et autour de soi. Mais déjà, c'est très bien que l'on puisse se voir et échanger par ce biais. Donc, je vais présenter les intervenants du réseau des audacieux du patrimoine qui vont parler ce soir et répondre ensuite à vos questions. Rappelez les deux questions. Chacun des audacieux s'exprimera sur la question à tour de rôle, dans l'ordre de présentation que je vais faire maintenant, et je vous donnerai de toute façon la parole pour que vous sachiez bien quand vous pouvez répondre sur un temps qui sera à peu près de 3 minutes pour qu'on puisse laisser la place aux questions ensuite. Et n'oubliez pas que pour parler, pour qu'on vous voit, il faut que vous parliez. Donc là, je vais vous présenter, vous pouvez dire que vous êtes là pour que les gens puissent vous reconnaître tout de suite. Donc je commence par Aude de Comarque. Aude, bonsoir. Ah. Je suis là, voilà. je suis là. Donc Aude, vous vous inscrivez dans la continuité de votre dynamique Papa Hubert de Comarque en tant que co-gestionnaire avec votre frère également du château de Comarque. Alors Comarque, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une merveille de l'architecture médiévale en Europe, située en Périgord. C'était un Angkor français, une ruine que votre famille a patiemment dégagée, mise en valeur de manière remarquable et durable, un mot très important pour la suite du débat, afin de continuer à préserver une vallée au cœur de la Vézère, qui est classée grand site de France en 2020 et inscrite également au patrimoine mondial de l'UNESCO grâce à son immense densité de sites préhistoriques ouverts, dont un se situe d'ailleurs dans une grotte sous votre château, qui est ouvert tous les jours d'avril à novembre. Et vous gérez également les gîtes des demeures de Comarque et proposez de nombreuses animations très appréciées des visiteurs, dont je ne doute pas que vous nous parlerez tout à l'heure. Marguerite de Mézerac, bonsoir. 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 Donc vous êtes responsable du développement touristique au château de Canon dans le Calvados en Normandie, qui est un monument familial depuis sa création au XVIIIe siècle, géré de façon participative, ce qui est très intéressant. Vous œuvrez donc à la gestion qui est complexe d'un lieu magnifique, un château classique qui évoque un hôtel particulier avec ses magnifiques jardins ouverts au public depuis 1982. Et chaque année voit son lot de restauration, d'ouverture, d'innovation qui démontre une démarche entrepreneuriale maîtrisée, reconnue. Vous avez notamment créé une nouvelle roseraie, je crois, durant la saison 2020, au cœur du jardin des Chartreuses, et je pense que vous en parlerez également tout à l'heure. Jean-Baptiste Deblay, on dit Deblay ou de Blaye? Je ne sais pas. Blaye. Vous offrez une expérience originale, donc vous êtes le seul site que je ne connais pas, et ça m'a donné fortement envie d'aller vous rendre visite. Donc c'est dormir sous les étoiles dans vos bulles chrysalides. C'est la première pierre d'un chemin de restauration que vous voulez entreprendre sur le château de Saint-Martin, qui se situe dans le Lot-et-Garonne. Vous avez également mis en œuvre un castle game, donc un jeu qui contribue à renforcer la notoriété d'un lieu qui est encore peu connu du grand public il y a peu de temps et dont la notoriété croît, ce qui est appréciable pour vous, j'imagine. Et puis vous êtes l'auteur de cette belle phrase dont vous allez nous donner le sens, qui est « Ce qui était original est devenu évident ».
Donc, en matière de gestion du patrimoine, je pense que beaucoup seront intéressés de vous entendre vous exprimer sur ce sujet avec des projets innovants qui créent de la valeur. Et créer de la valeur, c'est essentiel, comme chacun sait, pour la pérennité des monuments. Marc Lelandais, vous êtes là? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Donc, vous êtes le propriétaire gestionnaire de Château Gaillard à Amboise. Alors, Château Gaillard, c'est un phénix du patrimoine français qui a été oublié de tous pendant des décennies et vous l'avez sorti de l'oubli, restauré, embelli ces 10 dernières années, le plaçant dans un cortège prestigieux des châteaux de la Loire. Vous mettez toute votre énergie dans cette entreprise qui est titanesque, on peut le souligner, ce qui permet de redécouvrir l'œuvre originale du génial moine jardinier Dom Pacello de Mercoliano, qui était au service du Anne de Bretagne. Vous avez mis en place également un événementiel, un accueil VIP qui est à la mesure des lieux, et vous avez encore de nombreux projets dont vous allez nous parler. Et puis enfin, Lancelot Guyot. Bonsoir à tous et à toutes. Oui, bonsoir. Donc vous êtes propriétaire gestionnaire des châteaux de La Ferté-Saint-Aubin et de Saint-Brisson dans le Loiret, gérant également de la société Tous au Château, qui est une société de gestion de sites touristiques sur mesure. Et à ce titre, vous êtes également en charge du château de Beauménil dans l'Eure. Donc vous vous inscrivez dans la longue dynamique passionnée de votre famille. C'est un nom, Guyot, dans le patrimoine. Vous êtes expert dans la proposition d'animation ludique et vivante et elle rencontre beaucoup de succès. On peut rappeler que La Ferté a été le premier château de France à lancer un escape game et votre regard pionnier sur la gestion du patrimoine est donc toujours très suivi et donc vous aurez beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Donc je vais commencer par la première question qui est comment comptez-vous faire évoluer vos modèles et activités pour rendre vos sites plus compatibles avec les mutations que vous avez constatées au cours de cette crise Covid et mutations et évolutions qui doivent être en phase avec également les évolutions sociologiques de notre société. Aude, la parole est à vous. Une sacrée question. Alors, la seconde question aurait été plus simple pour moi. Comment faire évoluer les modèles aujourd'hui? Moi, je peux faire le constat déjà de ce qu'on a vécu cet été, qui est assez nouveau pour nous et pour chacun d'entre vous. Je vais commencer par le constat. Donc, on est ouvert d'avril à novembre. Là, on a été fermé 3 mois. Sur cette fermeture administrative de 3 mois, finalement, on a rattrapé le visitorat 2019. Donc, on a fait une très belle saison. Je pense que c'est principalement dû au fait, il y a 2 raisons majeures, c'est que les frontières aient été fermées. Et pour ça, je pense que le patrimoine 2.0 et notamment le hashtag cet été je visite la France a été compatible avec ce qui s'est passé. Ça a été très positif. Les Français ont redécouvert leur pays. Les familles se sont retrouvées. On a eu beaucoup plus de jeunes qu'habituellement. Notre offre a été évidemment réduite. Les nocturnes qu'on faisait habituellement, on n'a pas pu les faire. On n'a pas eu de groupe scolaire, on n'a pas eu de groupe tout court. Néanmoins, malgré tout ça, les Français ont redécouvert leur patrimoine, leur village, leur savoir-faire, et ça a été vraiment positif. On a de la chance d'avoir aussi beaucoup d'espace, ce qui aide en extérieur. Donc ça, c'est un des premiers points. Je pense que les espaces extérieurs sont vraiment à valoriser. Pour tous ceux qui ont des jardins ou des espaces ouverts, il y a énormément de choses à développer à l'intérieur de ces espaces-là, qui peuvent tout à fait être liés au patrimoine. On a eu toujours dans l'idée de l'offre réduite, on n'a pas pu faire nos visites guidées habituelles. On a imaginé un audio guide sur le téléphone, donc il n'y avait pas besoin de matériel
Il n'y a pas eu besoin d'achat de matériel, de stockage de matériel et puis surtout d'échange de bactéries avec tout ce matériel. Cet audio guide, il a été réalisé sur une page web cachée et à télécharger à l'aide d'un QR code à l'accueil. C'est un audio guide qui nous a coûté 5 € à réaliser, enfin beaucoup d'énergie, mais 5 €, donc c'est accessible pour tous et chacun. C'est pas très compliqué à réaliser et ça a super bien marché. Les gens étaient vraiment contents de pouvoir avoir accès à l'histoire par un autre biais que juste des panneaux de signalétique ou enfin c'est un vrai accompagnement qui remplacera jamais le guide, mais dans ces cas-là, c'est quand même assez intéressant. Nos nocturnes ont été annulées, mais tous les espaces en fait dans lesquels les gens ne pouvaient pas rentrer, les petites salles, ont été réutilisés sous forme d'escape game, mais par tranche horaire et par famille. Donc des escape games privés par famille, donc avec des systèmes de désinfection ensuite, etc. Et il me reste combien de temps? Là, ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que finalement, vous prenez en compte la dimension nature, déjà l'accès au site et puis les abords que vous avez complètement dégagés, en pratiquant un cheminement en plus qui permet de sortir par une autre partie du château. Donc, vous incitez aussi les visiteurs à rester. Et puis, vous tenez compte d'une évolution sociologique importante qui est le fait que les gens ont dû visiter sans guide avec cet audio guide. Et est-ce que vous avez eu un retour, une satisfaction sur ce sujet? Ah oui, complètement. Bien sûr, je pense que les visites guidées, ça ne remplacera jamais n'importe quel outil numérique. Je pense que l'humain, c'est essentiel, c'est très important. Du coup, on a contrebalancé sur un accueil peut-être un peu plus long, mais où on prenait plus de temps. Nous, vraiment, notre leitmotiv, ce que je dis à mes équipes, c'est d'accueillir chaque personne comme s'il était le seul à visiter le site. D'accord. Prendre vraiment le temps pour chacun, même si on a fait des journées à 1200, 1500 personnes, donc c'est pas toujours évident, mais malgré ça, c'est très important. Je pense que on est caché derrière des plexiglas, mais l'audio, les gens étaient ravis. Bon, merci Aude. Donc Marguerite, même question pour le château de Canon. Comment est-ce que vous allez faire évoluer les modèles, les activités pour rendre cet endroit qui est déjà très bien doté encore plus compatible avec les mutations constatées et en phase avec les évolutions sociologiques de la société? Alors déjà, je voulais redire que c'était une bonne question et c'est un peu le cœur de notre sujet, comment s'adapter aux visiteurs, ce qui pour un monument historique classé va pas forcément complètement de soi, c'est-à-dire qu'on ne peut pas transformer le monument. Nous, dans notre cas, on a également en effet un parc historique. On est a priori d'abord censé le conserver. Et parfois, c'est compliqué justement de toucher le visitorat, de répondre à ses attentes, parce qu'à la base, on a cette contrainte de conservation. Donc ça, c'est notre éternelle grande question. Mais là, je dois dire que du coup, je rebondis vraiment sur ce qu'a remarqué Aude et qu'on a été très nombreux à remarquer. C'est que cet été, on a constaté en effet une attente beaucoup plus grande que d'habitude des visiteurs pour apprécier de grands espaces, des espaces naturels, visiter des beaux endroits. Et c'est une bonne nouvelle parce que d'habitude, on est toujours en train de chercher ce qui va plaire aux gens. Et là, on a l'impression, pour la première fois, peut-être que tout naturellement, voilà, on a une tendance qui est en notre faveur et on n'a jamais eu autant de photos, nous, des côtés naturels du parc qui ressortaient sur les réseaux sociaux. Souvent, les gens prennent beaucoup les fleurs, bien sûr, mais là, tout ce qui est rivière, on a des arbres remarquables. Ça s'est retrouvé énormément en photo et c'était un peu nouveau. Donc, ça nous encourage à renforcer notre identité, justement, jardin.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour renforcer cette identité? Alors, on va continuer du coup à créer de nouveaux espaces au sein du parc. Donc, on a ouvert une roseresse cet été et on va continuer à retravailler des endroits précis du parc pour amener des collections de végétaux, pour amener d'autres pays aussi, etc. Donc ça, c'est vraiment sur le fond. Ensuite, on va doubler ça d'événementiel en extérieur, parce que c'est vrai que cet été a été instructif pour ça. Donc, on va créer un événementiel récurrent dans le parc, festif, avec des visites nocturnes. On pense aussi à créer une grande fête des plantes et du jardin qu'on a toujours rêvé de faire, mais là, c'est le moment. Donc, ce sera peut-être pas 2021, peut-être 2022, on verra. Ça c'est pour le côté jardin. Ensuite, on pense aussi beaucoup à personnaliser nos offres. Donc, créer des offres, hébergement plus expérience, vraiment sur mesure, chose qu'on ne faisait pas du tout jusqu'à présent. Faire participer une famille, par exemple, à la vie du domaine, remonter l'horloge le lundi, couper des fleurs dans les jardins le mardi, avoir vraiment un petit package sur mesure qui puisse… Et ça, est-ce que c'est quelque chose que vous aviez en tête avant Non, ça pas du tout, par contre. Il y a des choses qu'on va accélérer et il y a des choses qu'on semblait évidentes et qui nous ont paru judicieuses en complément de ce qu'on faisait déjà. Voilà. Et l'autre chose, c'est plus sur la forme. Ah ben c'est fini. Non, continuez. Il faut que je règle le son. Sur la forme, on va aussi accélérer tout ce qui est numérique. Donc, ça nous a vraiment donné un petit coup d'accélération. Nous, on a un petit système de billetterie en ligne, mais là, c'est sûr qu'il va falloir qu'on le développe. On a fait beaucoup de visites en live. On a vu que même hors confinement, c'était un très bon moyen. Donc, on va aussi travailler là-dessus. Donc au niveau aussi de la communication, ça va nous obliger à être encore plus présents sur Internet, c'est bien. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, vous avez prononcé ce mot, le beau, le simple, hein, qui est réapparu et qui vous donne une idée. C'est quelque chose qui était sous vos yeux, et là vous allez mettre à profit en fait toutes ces réactions pour développer une offre nouvelle. C'était sous vos yeux et vous l'avez vu dans ce moment de crise. Donc, je trouve que c'est intéressant et en tout cas, c'est un beau message à porter pour la suite. Merci. Jean-Baptiste, alors cette phrase que vous avez prononcée qui dit l'original devient évident. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez pu constater? Et qu'est-ce que cela va engendrer pour la suite de votre projet pour Saint-Martin? Alors moi, la crise actuelle, elle n'est rien à côté de la crise qu'a connue Saint-Martin depuis 40 ans, puisqu'il y a 40 ans, c'était habitable et habité, et ça a été pillé, brûlé, laissé à l'abandon, les arbres poussent partout, dans toutes les pièces. Sur les murs, il n'y a plus un toit, enfin il y avait plus un toit. Et donc c'est à ce moment-là que moi la réflexion s'est faite de se dire mais ça va être compliqué de faire rentrer les gens dans les bâtiments. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire à la place? Et donc le parc. Ah, on ne vous entend plus. Oui. Donc je vous disais, moi je ne savais pas quoi faire dans les bâtiments. Enfin, c'était impossible d'accueillir du public. Et puis le parc étant devenu un bois, mais un bois taillis sans grand intérêt, cachant même les arbres, les beaux arbres. Et bien, ça m'a obligé à me creuser la tête. Et je me suis dit comment préserver le lieu tout en créant une dynamique économique. Parce que pour moi, ce qui était important, c'était de revenir à l'origine de cette propriété, comme toutes ces propriétés, et qui ont pour moi un triple qui ont dans leur ADN trois choses. C'était des centres économiques. Saint-Martin, ça faisait vivre 4 familles il y a encore 50 ans. C'est des centres
culturel, patrimonial évidemment, et puis c'est des centres sociaux, puisque c'était là que se passait le repas de la fin des vendanges ou du dépiquage. Et la première idée que j'ai eue, c'est pour refaire un centre économique, c'est de me servir de ce qui en apparence était une contrainte, puisque c'était ce bois, et j'ai mis des logements insolites. Alors, des logements insolites, peu importe lesquels, j'ai choisi les bulles, parce que c'était celui avec lequel j'accrochais le plus. Et c'est vrai que quand j'ai démarré, les gens me regardaient avec des grands yeux en se disant mais tu veux pas commencer à refaire le toit d'abord Et je leur ai dit non, c'est là que ça doit démarrer. Donc déjà première chose. Et puis vous citez cette phrase, c'est pour ça que je vous en parle. Quand arrive le moment du financement, vous arrivez et vous dites voilà, j'ai un château en ruine, un parc qui est plus un parc, puis je vais mettre des bulles et vous allez voir, les gens vont adorer, ils vont venir et ça va tout retaper. En général, les gens vous regardent et vous disent oui, commencez gentiment et puis on va voir ce que ça va donner. Mais bon, si vous arrivez à avoir des gens le week-end en juillet-août, ce sera déjà bien. Et puis voilà, ça a démarré. J'ai gardé la foi. Non, j'ai eu la foi. Vous avez fait carton plein cet été également. Et en fait, c'est vrai que là, alors évidemment, juste avant la fin du confinement, j'ai eu, que ce soit les publications, que ce soit les réservations, ça a explosé avec 100% de début juillet à fin septembre. Mais ce qui est intéressant, c'est le regard des autres qui, autant vous dire que des banques, j'en ai vu pas mal, j'ai dû en voir à chaque fois une vingtaine. J'ai eu la chance de tomber sur un type qui a cru en moi. Et aujourd'hui, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que pour continuer à me développer, je suis allé revoir des banques qui me disent mais oui, mais évidemment, bien sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce retour à la nature. Quand on a été confiné pendant 2 mois, on rêve que d'une chose, c'est de pouvoir s'immerger en pleine nature. Et là, c'est vrai que ça donne cette possibilité-là, mais avec le confort citadin, un confort alors sommet, hein, on n'est pas sur un hôtel pour les châteaux, mais beaucoup plus confortable que la tente et que le camping. D'accord. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'au bout de 3 témoignages sur cette question, on voit la dimension nature qui est très prégnante et une idée originale qui séduit. Et là, c'est ce qui est intéressant, donc c'est de voir que vous commencez par le terrain avant de commencer par le bâti, et peut-être même que ça vous donnera envie, qui sait, de laisser le château sans le refaire complètement, en faire un lieu comme il était peut-être, en tout cas il y a une 50aine d'années, sans le doter de tout le confort. Mais bon, ça vous nous le direz peut-être après. Merci. Donc Marc, pour Château Gaillard, quelle évolution pour le rendre plus compatible avec les mutations constatées pendant cette crise Covid? Alors, nous, on n'a pas du tout la même problématique, puisque on n'est pas ouvert depuis 60 ans, on est ouvert depuis 4 ans. Donc on n'est pas connu, on progresse de 25 à 30% chaque année, et on s'est posé la question dès le départ, comment réussir à émerger dans une offre de châteaux et de domaines considérable. La vallée de la Loire, c'est 80 châteaux et c'est une dizaine de stars qui représentent peut-être 80% des volumes de visiteurs. Donc, le sujet était un sujet qui a été accru cette année, puisque, eh bien, quand on a 2 mois de chiffre d'affaires à 0, il faut avancer vite. Et trouver sur soi-même des moyens de capter l'attention, de créer de l'affinité avec les visiteurs. Alors, on a suivi un axe très simple qui était de dire, on a fait les investissements pour ouvrir 365 jours par an. C'était fait en fin d'année dernière, 2019, et puis en début
2020. Ce qui fait que le 15 mars, quand on a été confiné, évidemment, on avait une trésorerie qui était faible. On s'est donné l'objectif d'être à l'équilibre financier à la mi-juillet. Donc d'effacer le Covid à la mi-juillet. On a réussi à le faire. On l'a fait sur plusieurs axes. Le premier, c'était de dire qu'il fallait tout mettre sur la qualité et le beau. Alors ça rejoint à ce que plusieurs d'entre vous ont dit. Le beau, il est là, il faut le montrer, mais il faut le porter, il faut l'expliquer, il faut l'amener vers le visiteur. En 2016, on a fait le choix, quand on a ouvert au public, d'inclure la visite guidée dans le prix d'entrée et non pas de la traiter séparément, de façon à ce que 90% des visiteurs, qui sont à peu près l'année dernière un peu plus de 45 000, puissent bénéficier de la visite guidée. Ça nous est apparu comme étant quelque chose d'essentiel parce qu'on avait l'impression que dans le patrimoine, la visite guidée, l'humain, comme l'a dit Aude ou Marguerite, eh bien, l'humain avait disparu. Et donc, on avait des subterfuges formidables, mais des subterfuges formidables qui ne remplaceront jamais une émotion transmise et une expérience transmise. Ça a été le deuxième sujet, c'est que moi, je dis toujours que notre visiteur est un client. Ce n'est pas un gros mot. Et les équipes de médiation, je leur dis, vous ne devez pas les considérer comme des usagers ou simplement comme des visiteurs. Ce sont des gens qui viennent, chacun individuellement est quelqu'un qui attend d'être servi. Servir, ça veut dire mettre le visiteur au centre de toutes nos préoccupations, le mettre en situation de confort. Quand il arrive, on lui dit « bonjour monsieur, bonjour madame », pas simplement « bonjour, combien de tickets vous voulez est-ce que vous avez des réductions ?» Donc on fait attention aux mots, à la sémantique, à l'accueil, au service, au début, pendant et à la fin. Et c'est beaucoup de travail, parce que ça suppose de la part de l'équipe de médiation une rigueur tous les jours. C'est très long. Alors, justement, est-ce que cette période post-confinement a changé l'attitude des visiteurs, des clients? Est-ce que vous avez constaté qu'ils étaient très, très sensibles à cet accueil particulier, très personnalisé? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Alors oui, on l'a senti par les réponses, par la surprise, par les commentaires, par TripAdvisor, par Google, par le Livre d'Or, par toutes les voies et moyens. Les deux personnes qui sont aux billetteries, aux deux billetteries, interrogeaient les visiteurs qui repartaient en disant « Est-ce que ça vous a plu? Est-ce que vous avez passé un bon moment ?» Et on l'a senti très nettement dans le phénomène de ras-le-bol du tourisme de masse, c'est-à-dire des queues. Voilà. On a senti ça très clairement, ça a été tangible, on l'avait déjà senti avant, mais cette année, ça a été vraiment une explosion. On a vu. Donc c'est très intéressant, et puis je vais passer la parole à Lancelot ensuite. Mais ce que je retiens, c'est que voilà, vous avez dit il y a 80 grands châteaux, 80 châteaux, il y en a une dizaine qui trustent, dont un qui est juste au-dessus de Château-Gaillard. Néanmoins, la recherche du beau, la recherche de l'original, hors des sentiers battus, loin du tourisme de masse, c'est quelque chose qui est ressorti encore plus suite à cette crise Covid. Et je pense que tous les exemples qu'on a déjà entendus, et je sais qu'il y a d'autres audacieux qui mettent en place c'est des innovations et qui ont su écouter leurs clients, porteront leurs fruits par ailleurs. Merci Marc. Donc Lancelot, même question sur les évolutions suite Covid et les mutations donc pour l'ensemble des châteaux que vous gérez. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites. Je vais rebondir sur ce que Marc disait juste avant moi. Effectivement, on ressent très fortement, et ça a toujours été. Nous, en fait, les évolutions, on a eu la chance je considère que là, la crise actuelle a confirmé
les choix que mes parents même faisaient avant moi il y a quelques années et que j'ai essayé de continuer de pérenniser. Mais c'est vrai, voilà, on est aussi dans la même région que Marc, on est un peu plus excentré à l'est, mais dans le Val-de-Loire, où effectivement on a des très prestigieux et très grands voisins qui ont des fréquentations absolument colossales. Et ce qu'on essaye d'offrir justement, c'est de sortir de ces sentiers battus, de proposer quelque chose d'un peu atypique, différent. Et moi, quand j'ai repris La Ferté-Saint-Aubin, notamment, on était à 70 000 visiteurs. Et l'année dernière, enfin, je vais parler de 2019, en 2019, on était à 50 000 visiteurs. Et c'était un souhait de ma part de réduire ce nombre de visiteurs justement pour arriver à un meilleur service. Je ne vois pas tout à fait le mot client que Marc a utilisé, mais je rejoins la philosophie. C'est vrai que nous, on parle plus de visiteurs ou d'invités, mais en tout cas que le service est au cœur de ce qu'on propose et que c'est notre métier. C'était déjà le cœur de votre métier. Vous avez un réel savoir-faire en la matière. Donc cet été, qu'est-ce que vous avez qu'est-ce qui vous est apparu évident qu'il fallait faire en plus? Ce qui nous est apparu, c'est que clairement, voilà, les évolutions en fait allaient de plus en plus vite. Là, sur ce dont je vais pas répéter ce qui a été dit, mais en tout cas, il y a le réchauffement climatique qui chaque été apparaît de plus en plus important, et donc en plus du retour à la nature qui effectivement face à l'urbanisation est très présent, je pense que ça va devenir de plus en plus important dans les années à venir d'investir massivement dans nos parcs et jardins avec des zones fraîches, d'entretenir nos arbres multicentenaires, ce qui souvent peut paraître de l'argent un peu à fond perdu et ça coûte très cher, mais je pense que c'est vital de conserver ces cathédrales végétales, d'entretenir nos cours d'eau, d'entretenir nos plans d'eau pour avoir des zones fraîches dans les années à venir, parce qu'on souffre énormément et on voit que la fréquentation en période de canicule s'effondre totalement, notamment en journée. Et l'autre compensation qui peut être faite aussi face à ces canicules à répétition, c'est également les visites nocturnes, et donc l'idée d'événementialiser la visite, qu'on ne vient plus seulement comme ça parce qu'on passe dans le coin, on vient pour un événement précis, ce qui va permettre de faire varier les activités et la découverte du château en fonction des saisons, et de fidéliser aussi les visiteurs, et donc de rejoindre cet objectif en fait de réduction du flux, mais avec un plus gros panier moyen, ce qui en plus est totalement cohérent par rapport à notre cœur de métier à tous, je pense, qui est de la conservation du lieu avant tout. Et c'est vrai que les très fortes fréquentations abîment le lieu, on s'en rend tous compte. Donc on est face à ce paradoxe très classique de voilà, on a besoin du monde pour entretenir et restaurer le château et le conserver, mais en même temps trop de monde dégrade le lieu. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre. D'accord. Merci Lancelot. Donc sur ces mutations, je constate ce besoin du beau, ce retour à la nature qui vous incite à encore plus ouvrir les yeux sur l'environnement et sur ce que vous pouvez mettre en avant, qui peut être très simple, mais qui se révèle être un enchantement. Et c'est cela aussi vos missions, c'est enchanter les visiteurs, les inviter pour qu'ils repartent heureux et puis parlent des lieux afin de pouvoir revenir. Donc, excusez-moi, qui n'a pas été dit, c'est l'authenticité. Le côté authentique a été frappant, notamment cette saison, où les gens avaient besoin de retrouver ça, ce côté authentique. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un mot. Justement, c'est une bonne transition sur la question suivante. Alors, la crise est loin d'être terminée, puisqu'elle ne fait, hélas, que repartir. On peut dire ça comme ça, mais tout va s'arranger. Donc, en deux mots, Aude, en trois mots, les principaux enseignements que vous en tirez, et pour vous, très succinctement, comment le patrimoine va sortir gagnant de la crise de Covid? Il va sortir gagnant. Au début, j'avais écrit comment peut-il sortir gagnant, mais il va sortir gagnant. Donc, en trois mots, enseignement et comment il va s'en sortir, Aude? Aude? Le premier mot qui me vient, c'est vraiment le respect du visiteur qui vient dans nos lieux. C'est
pour nous, c'est pas des clients, c'est vraiment des, pardon, Marc, c'est vraiment des visiteurs, des pèlerins en fait. Ils viennent dans nos lieux pour rêver l'espace d'un instant, pour venir acquérir des connaissances. Donc l'objectif, c'est aussi qu'ils puissent repartir enrichis de ce qu'ils ont vécu. Oui, je dirais le respect de nos visiteurs, de chaque personne qui vient jusqu'à nous. La sérénité de ce qu'ils peuvent découvrir aussi dans ces grands espaces, parce que bon, que ça soit les châteaux ou leurs espaces, c'est une sérénité, c'est une liberté. Donc moi j'essaye de jouer beaucoup autour de ça, de la sérénité, de la liberté, avec un accueil personnalisé pour chacun et une magie. Et ça se traduit dans les détails et surtout dans l'idée vraiment qu'ils puissent repartir avec un bout de connaissance intérieure. Et en revanche, il y a une problématique moi que j'ai pas réglée encore, c'est que à Comarque, comme dans beaucoup d'autres lieux, on passait beaucoup par devenir acteur de notre propre visite. L'idée, c'était que le visiteur devienne acteur par plein de modules différents. Et ça passait aussi beaucoup par la manipulation des objets, des choses. Et là, la manipulation, elle est plus possible à cause du Covid. Donc là, c'est la grande question qui se pose. C'est comment remplacer les jeux médiévaux, comment remplacer les Cluedo géants où il faut toucher plein de détails, les boîtes sonores où il faut appuyer sur un bouton. Bon, c'est la question que je me suis posée tout l'été et que j'ai pas encore réglée. Voilà. D'accord. Bon, déjà, le respect, l'écoute du visiteur, j'aime bien ce terme de pèlerin. En fait, je pense que la retranscription de la conférence vous aidera à tous à continuer à développer cette charte des audacieux que vous avez mise au point. Marguerite, donc en deux mots pour… Oui, moi je vais revenir vraiment aux enseignements par rapport à notre fonctionnement, au choix qu'on a fait pour valoriser Canon. On a été très surpris de découvrir qu'on avait bien fait d'être diversifié parce qu'on a deux activités distinctes qui ont été complètement sinistrées du coup cette année. Et on a un petit peu le parent pauvre chez nous, c'est le tourisme individuel. Parce que le touriste est plus volatile, il fait trop chaud, il vient pas, il pleut, il vient pas. Alors que à côté, l'activité réception, les gens payent un acompte très longtemps à l'avance, réservent, il y a plus de valeur ajoutée. Donc on a eu plus tendance toujours à investir pour cette partie-là. Or, cette année, à notre grande surprise, c'est justement l'activité qui s'est maintenue, c'est l'accueil des visiteurs individuels. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle parce que je trouve que ça rejoint ce qui s'est dit en effet, c'est le cœur de notre métier, accueillir des gens, y renoncer parce que ce serait pas assez efficace, assez rentable, ce serait vraiment malheureux. Et donc, ça a été la bonne surprise de cette saison, c'est que on continue d'attendre des gens nombreux et de leur réserver un très bon accueil. En fait, est-ce que vous avez constaté un afflux de personnes de la région? Vous êtes à proximité d'une grosse agglomération. Quand donc, est-ce que vous avez des gens qui vous ont dit c'est la première fois qu'on vient? Ah oui, ouais. Ah oui, complètement. On a eu ce phénomène-là. Et puis, en effet, on n'a pas regretté de s'être basé déjà depuis assez longtemps sur le bassin local. Ça aussi, c'est vrai que la proximité avec son territoire, c'est quelque chose d'essentiel. Et là, ça nous a paru encore plus précieux dans les périodes où les gens pouvaient faire que quelques kilomètres. D'avoir fidèlement nos voisins qui viennent nous rendre visite, c'était très important. Donc ça, on va travailler là-dessus sur une collecte de mémoire, les liens entre le territoire et… Donc finalement, une piste pour que le patrimoine continue d'avancer, c'est vraiment aussi de s'adresser aux personnes qui vivent à proximité des lieux et qui peuvent avoir envie de revenir
et d'amener avec eux d'autres visiteurs. Ouais. Jean-Baptiste? Oui, alors on l'a pas, on l'a pas trop évoqué, mais il y a aussi un Castle Game que j'ai démarré et qui en fait permet de découvrir les ruines. C'est-à-dire qu'on se balade dans les bâtiments, tout est en ruine, et en fait c'est le Castle Game qui fait vivre le bâtiment, qui permet d'imaginer, et ça rejoint la première activité. En fait, pour moi, ce qui est important, et c'est pour moi l'importance de ces monuments, et ce à quoi on est destiné, c'est de vendre du rêve. On apporte du rêve aux gens. Donc je rejoins ce que disait Aude et Marguerite. C'est pour moi la seule chose que les gens viennent. Ils ont des vies parfois un peu austères, un peu tristes, surtout quand ils sortent de confinement. Et on est là pour les faire rêver, quelle que soit la façon de les faire rêver. Entre Comarque et Canon, il y a deux mondes différents, mais à chaque fois c'est du rêve. D'accord. Merci. Marc? Oui, alors, moi j'aime bien entendre les émotions, les visiteurs clients. Nous, on leur dit bienvenue au paradis. Voilà. On leur dit, c'est la première chose qu'on leur dit. Vous vous êtes peut-être disputé avec votre conjoint dans la voiture, vous avez fait la queue tout l'après-midi. Ce matin, vous étiez dans un château, on vous a fait faire 3 heures de queue. Et voilà, et vous arrivez, vous êtes au paradis. Donc vous allez faire la sieste. On va vous mettre des chaises longues à disposition. Vous allez pouvoir dormir, vous allez pouvoir goûter, vous allez pouvoir respirer, vous allez pouvoir toucher, même en période de Covid, on a trouvé des astuces, mais on a maintenu la grotte olfactive d'agrumes, on a renforcé les diffuseurs d'arômes de fleurs d'oranger dans le château, on a rajouté des éléments dans lesquels des curiosités très originaux. Donc, ce qu'on veut, c'est qu'ils vivent une émotion et on met tout autour de l'émotion. C'est un peu le cas depuis le début, mais on a encore renforcé le trait cette année pour que quand ils partent de chez nous, et on a constaté que le temps de présence, je ne sais pas pour vous tous, mais le temps de présence, il avait énormément grandi, 3 heures exactement. On a constaté que c'était en moyenne 3 heures. Alors c'est bien parce qu'on est passé 2 à 3 heures et on les a entendus nous dire tout au long de la saison que c'était un moment de rêve, un moment béni. On en retire ça, c'est bienvenue au paradis et écoutez, ressentez vos émotions, éveillez tous vos sens, parce que le patrimoine culturel, c'est ça. Le patrimoine, c'est un moment, c'est des histoires, c'est du storytelling. Le mot est fort, mais c'est vrai. Et c'est la force de chacun de nos lieux, c'est qu'ils ont tous un ADN, une histoire, une spécificité, et que notre travail de propriétaire gestionnaire, c'est de mettre en exergue cet ADN, de le faire ressortir, et puis de le transmettre, et que les gens partent en disant il faut que j'amène ma famille, mes amis, que je leur recommande, que j'en parle sur les réseaux sociaux. Voilà. Et puis je vais conclure par un point peut-être un peu iconoclaste, mais Lancelot l'a dit, moi je suis pour la montée des prix. Voilà. Donc je suis contre les prix bas, je trouve ça suspect dans l'industrie du tourisme que le tourisme de masse est structuré le prix d'une entrée dans un domaine ou un site patrimonial à 8, 7, 6, 10 ou 12 euros. Il faut que nous allions vers beaucoup plus que ça, car il n'y a pas de raison que le prix de 3 heures passées dans un lieu d'histoire, un lieu d'âme, un lieu d'émotion, soit inférieur au prix d'un McDo. Voilà, aucune raison. Donc il faut monter les prix, et dès le 1er janvier 2021. Donc une vraie démarche marketing, hein, mais c'est aussi ça qui crée de la valeur et qui permet au patrimoine de continuer à avancer sans perdre bien sûr cette optique que vous avez si bien exprimée de faire rêver et d'accueillir les visiteurs au paradis. Et donc vous, Lancelot?
Pour rebondir juste sur ce que disait Marc, je suis tout à fait d'accord. Et surtout, je pense qu'en fait, le prix, psychologiquement, est un facteur de valeur. On valorise un produit. Et c'est absolument pas, je vais pas développer, mais voilà, mais c'est absolument pas, comme souvent on le disait, une barrière à l'entrée par rapport à certaines catégories sociales. Tout dépend du produit que vous mettez en face. Et moi, je m'enorgueillis d'accueillir vraiment, en fait, un spectre de catégories socio-professionnelles très, très large, avec des moyens parfois très limités, qui n'ont pas du tout l'habitude de visiter les châteaux. Donc, ça dépend du produit que vous leur mettez en face. Et c'est pas une question de prix. Donc voilà, je ferai une parenthèse. Justement, avec le Covid, vous avez, après le confinement, vous avez senti que finalement les gens étaient disposés à payer le prix de ce que vous pouvez proposer, aussi bien à La Ferté qu'à Saint-Brisson. Complètement, c'était le cas avant, mais voilà, je trouve que la crise, en fait, effectivement, nous fait beaucoup souffrir, mais en même temps véhicule pas mal d'espoir, notamment par rapport du coup à ces valeurs qu'on a développées tout à l'heure, qui en fait sont complètement dans notre ADN. Et après, d'un point de vue plus pratico-pratique, on a enfin, je pense, cette année, grâce au Covid, s'il y a un avantage à ça, les gens ont pris le virage de la réservation en ligne qu'on attendait, en tout cas moi que j'attendais depuis des années, que l'hôtellerie a eu il y a 10 ans et qui va révolutionner, je pense, notre manière d'accueillir, notre manière la possibilité pour nous de proposer des produits originaux. Quand vous n'avez pas de réservation, vous ne pouvez pas proposer quelque chose d'original, parce que c'est pas possible pour un petit site de maintenir une masse salariale prête à accueillir sans savoir si ça va être 10 visiteurs ou si ça va être 100 ou 200. La réservation en ligne avec des jauges limitées révolutionne et va révolutionner dans les années à venir complètement notre manière d'accueillir le public. Et moi, j'en suis très, très heureux. Et puis, en même temps, va nous pousser dans l'ère de la data. Donc, c'est un mot qui peut être, pareil, un peu considéré comme un gros mot. Mais moi, je pense que par rapport, en fait, au bonheur et aux rêves qu'on vend justement à nos visiteurs, c'est de notre responsabilité d'arriver à utiliser les données qui nous donnent la plupart du temps de très bon cœur pour arriver à les fidéliser et arrêter, en fait, de faire, en fait, d'être dans cette logique, justement, de tourisme de masse avec une communication de masse qui en fait ne touche pas forcément son public. Alors qu'avec justement cette réservation en ligne et les données qu'on collecte, on va pouvoir justement travailler et en plus c'est plus éco-responsable. D'accord. Merci. Donc je retiens qualité d'accueil, qualité de visite, faire rêver, mais aussi avoir une démarche marketing pour justement justifier la création de valeur. Donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, tout à fait. Philippe, il y a une question d'Alexis pour savoir comment développer la fidélisation et la récurrence de la visite, en sachant que lorsqu'on vient une fois dans un lieu et qu'on en a fait l'expérience pendant 3 heures, et comment faire pour que ce visiteur revienne et ait envie de revenir pour vivre quelque chose, en sachant que c'est peut-être le risque de même expérience, voilà. Question, et donc en particulier, surtout en renforçant la proximité avec son territoire. Voilà la question. Allez, Aude. Je veux bien me lancer sur cette question parce que c'est vrai que c'est naturellement Comarque, c'est un site qui est en perpétuelle évolution. Parce que notre cœur aussi, finalement, notre cœur, c'est quand même de sauvegarder ces monuments, donc d'investir sur des travaux, d'investir pour notre cas en tout cas, sur des fouilles archéologiques. Et on a des visiteurs qui sont très fidèles en fait. Tous les visiteurs qui viennent à Comarque, pour la plupart, pour la grande majorité, sont déjà venus et viennent voir l'avancée des travaux, l'avancée des fouilles archéologiques, ce qui a été découvert, les recherches historiques qui ont été menées depuis, les archives qui ont été traduites. Et ça, c'est vraiment une force, c'est de les engager avec nous dans l'aventure, voir que le dernier billet qu'ils ont acheté, depuis, on a pu reconstituer une toiture, reconstituer une tour, que grâce à eux aussi, c'est ça aussi, c'est que moi, leurs entrées permettent de restaurer nos monuments. Et les investir là-dessus, ça les fidélise. Après, donc ça, c'est pour la routine de tous les jours. Et après, par des événements, on peut aussi faire la saison 1, la saison 2, la saison 3. Et dans quelque chose de beaucoup plus local aussi, sur l'année. Nous,
on fait des formats là, d'escape game et de Cluedo géant. On garde en fait ce qu'on a mis en place cet été qui a très bien fonctionné par famille. Avant, on faisait des nocturnes avec 150 personnes. Là, c'était pas du tout possible cet été. Donc là, c'est par famille. On va laisser ça ouvert et en fait, les locaux reviennent pour ces événements spécifiques. Donc, selon s'ils aiment le lieu, ils seront heureux de le découvrir sous un autre habit en fait, par des événements différents. Voilà, c'est les deux axes de fidélisation que nous on met en place et qui marchent. Vous les faites participer à l'histoire des lieux. Ils sont acteurs de l'histoire. C'est leur histoire à tous finalement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y avait une question de Didier. Est-ce que les sites ont développé des boutiques en ligne de produits dérivés ou de visites en ligne payantes pour toucher un public qui ne peut se déplacer, mais qui souhaite quand même vous soutenir? Alors moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée, notamment pendant le confinement. Donc oui, on a une boutique en ligne par rapport, alors pas de produits dérivés par contre, parce qu'on considère, enfin, c'est qu'on n'a pas encore développé ça, mais c'est une question qui se pose. Et par contre, les visites en ligne payantes, ça c'est quelque chose, voilà, où je me suis intéressé à ça pendant le confinement et j'ai renoncé parce que je considère que justement ce que j'ai envie de vendre, c'est du vrai, c'est de l'authentique et c'est de l'expérience sur place. Donc on peut pas le faire. Et d'une manière générale, c'est vrai que moi, tous mes produits, je ne vais pas du tout moi dans la veine de la partie numérique en tout cas et des aides numériques de la visite. Et je préfère passer du temps on l'a dit tout à l'heure, hein, mais voilà, sur de l'humain, sur des visites animées et vivantes, plutôt que l'utilisation des nouvelles technologies. Après, je pense que aussi, ça dépend des structures de châteaux. C'est vrai que pour Comarque, ça a beaucoup plus de sens que pour un château 17e où les vestiges, sont encore là. D'autres questions qui peuvent être posées en direct aussi? Oui, tout à fait, on peut les poser en direct. Pas de questions? Peut-être une petite question. Benoît Gély à l'appareil du château de la Rôde dans le Tarn. Concernant l'établissement des tarifs, justement, sur quels critères vous établissez le montant du billet, en sachant que potentiellement il peut y avoir plusieurs trucs ou des options qui peuvent s'ajouter. Quel est le réflexe ou le... Alors, j'ai vu des gens faire des schémas Excel très complexes. Est-ce que c'est le cas pour vous ou est-ce que c'est sur des modèles plus simples? Alors, Moi, je peux vous répondre rapidement. En fait, les tarifs, tout le monde pratique à peu près les mêmes, hein. Et c'est en fonction plus ou moins du produit qu'on propose. Alors, en effet, il y a des gens qui bradent leurs tarifs, mais je ne parle pas de cela. Mais après, il n'y a pas dans les escape games, soit il y a un mec du jeu qui est derrière et c'est 25 €, soit c'est un parcours libre plus ou moins et on est entre 6 et 10 €. Honnêtement, il n'y a pas de truc incroyable. Après, pour la partie hôtellerie, c'est autre chose, mais pour la partie hébergement, ça se calcule différemment parce qu'il y a des coûts différents, mais ça a rien. Il n'y a pas de tableau Excel, enfin pas pour moi en tout cas. Et j'ai bossé dans la finance. Moi, je serais. Il y avait une question, pardon. Je serais heureux d'entendre Marc sur la question de la tarification. C'est une question qu'on se pose, nous, beaucoup. À l'origine, l'idée, c'était d'être vraiment, de penser qu'en fait, c'est une famille, c'est des familles. C'est souvent notre cible, c'est des familles. Donc, il y a les 2 parents, les 2 ou 3 enfants. Ça fait quand même, ça chiffre vite, surtout quand ils viennent en tout cas en Dordogne, c'est pour beaucoup visiter le patrimoine. Et donc, c'est quand même un budget de vacances conséquent. Donc, on avait voulu rendre ça accessible au plus grand nombre. Et puis surtout, ne pas les prendre pour des bêtes, des vaches à lait. C'est-à-dire que l'idée, c'était une fois qu'ils avaient payé leur billet d'entrée, ils n'avaient plus rien à... Voilà, tout est à l'intérieur, tout était inclus.
que ce soit les expositions, les visites guidées, les jeux, etc. Après, c'est une question, les ateliers, parce qu'on propose des ateliers, donc on paye, nous, des intervenants qualifiés qui viennent tous les après-midi proposer des ateliers en corrélation avec les périodes historiques du site. Donc c'est un coût conséquent. La problématique de la tarification, c'est vrai que c'est une vraie problématique. Je serais curieuse d'entendre Marc sur ce sujet. Je me suis beaucoup posé la question, Aude, parce que venant de l'industrie du luxe, évidemment, j'ai regardé le sujet en me disant, tiens, je vais regarder comment se structurent les prix dans cette filière. Donc, Jean-Baptiste dit qu'il n'y a pas d'Excel. Bon, j'en ai fait un quand même. Donc, j'ai fait des Excel régionaux pour regarder un petit peu comment la filière était structurée et pourquoi elle était si peu chère en tarif d'entrée. Je partage votre point de vue sur le fait que les prix augmentent très vite quand il s'agit d'une famille, mais bon, on peut mettre en place des packs famille, des passes famille, c'est de la bonne formule. Moi, la première règle que j'ai eue en arrivant, c'était de me dire, mais qu'est-ce qui s'est passé dans d'autres filières depuis finalement 25 ans pour qu'elles se dévalorisent? Et on a beaucoup de filières qui ont été touchées par cette dévalorisation du prix perçu, ressenti par le client. Et pas des filières anodines, hein. L'hôtellerie, la lingerie, dans l'équipement de la personne, l'équipement de la maison. Beaucoup de filières ont énormément chuté et il y a une raison essentielle qui s'appelle le discount. Le discount, c'est la fausse commune de la perte de valeur. Quand on commence à discounter sa prestation, on n'a plus confiance dans son produit, on n'a plus confiance dans son offre, et donc les visiteurs sont très forts là-dessus. Moi, j'étais très surpris au début de voir des visiteurs arriver avec des portefeuilles en cuir avec 40 cartes de réduction et demander, dire laquelle vous prenez. Alors, ma réponse a été très simple, c'était aucune. Aucune. Donc, j'étais aussi surpris de voir que certains sites ne vendaient plus une prestation, mais vendaient du tarif. C'est-à-dire que vous aviez un double dépliant avec uniquement du tarif. Ce qui n'est pas non plus la bonne approche à mon sens. Il faut remettre l'offre au centre du village. Ensuite, ça a été la visite guidée. Est-ce que la visite guidée est incluse dedans ou pas? Je partage totalement de votre point de vue sur le fait que tout doit être inclus dedans. Les tarifications à tiroir qui prennent le visiteur au piège ne sont pas bonnes. Et d'ailleurs, les sites qui le pratiquent, si vous regardez, sont souvent très contestés sur les réseaux sociaux, TripAdvisor et autres. Et il ne faut jamais prendre nos visiteurs pour des ânes. Ils sont très fins. Ils savent très bien, globalement, la valeur des choses. Lorsque nous étions à 10 € l'entrée, un visiteur sur 4 grognait. Aujourd'hui, on est à 13 € l'entrée et on n'a plus, c'est infinitésimal les réactions que nous avons depuis qu'on a monté les prix. Évidemment, il faut monter l'offre en face. La prestation, la qualité doivent suivre palier par palier. Je pense que la plupart des sites des audacieux du patrimoine sont des sites dynamiques avec des propriétaires qui se posent des questions et qui font attention à leur offre, au contenu. Donc, il faut avoir le courage d'aller dans la fourchette haute de la filière et de la faire progresser. Il n'y a pas de grand soir. On ne va pas passer à 40% de tarification supplémentaire du jour au lendemain. Mais il faut la faire progresser année par année et donc se mettre dans le haut de la fourchette régionale et puis soigner son offre en face et y croire et la défendre et ne pas céder aux billetteries, comment dire, à cette dynamique du discount qui est omniprésente, hein, elle est partout dans la filière et c'est très très mauvais parce que ça dévalorise, vraiment c'est la fausse commune de la valeur, hein. Pour moi c'est clair. Donc avoir le courage de poser un prix dans le haut de la fourchette de la filière et de sa région, mettre l'offre en face et puis chaque année progresser et ne pas lâcher parce qu'il faut regardez les parcs d'attractions. Regardez les parcs zoologiques. Vous avez vu les prix qui sont pratiqués. On peut monter très haut, jusqu'à 30 € l'entrée individuelle, voire plus. Pourquoi les parcs zoologiques et les parcs d'attractions ont cette dynamique et pourquoi les châteaux ou les sites patrimoniaux sont paupérisés dans leur tarification? Il
il y a là un vrai sujet de réflexion et il faut se creuser les méninges et avoir le courage de monter. Je crois que c'est Jean-Baptiste qui parlait tout à l'heure de la qualité, de la valeur. La création de valeur va avec le ticket d'entrée et le prix qui est dedans. Voilà ce que je pense. Très bien. Merci Marc, c'est très clair. C'est une véritable stratégie de conquête. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Peut-être une dernière, Philippe. Bonjour, Christian Marc de Patrilia. Je voulais juste rebondir sur quelque chose que vous avez dit, notamment pour faire un retour sur nous, les 450 monuments avec qui on peut travailler. En moyenne, on a un billet d'achat à 7 € et en moyenne de vente, on a un billet d'achat à 11 €. Et par ailleurs, on se rend compte que souvent, plus il y a de tarifs et plus les gens achètent aussi. Enfin, tous les gros monuments ont souvent beaucoup de tarifs différents et c'est eux qui font également le plus de ventes. Donc, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais en tout cas, de leur côté, ça fonctionne. Et également, nous, on se rend compte que plus les visites, comme disait Lancelot, sont événementialisées, plus ça permet de faire venir des nouveaux publics. Et la dernière chose, c'est plus vous allez arriver à marketer votre château, plus ça va arriver à vous créer une identité qui va vous permettre de pouvoir mieux vendre. Voilà, ça peut répondre à quelques questions. Merci. Merci Christian. Peut-être une dernière question avant de clore cette conférence. Une question sur qu'est-ce que donnaient un peu les chiffres d'affaires de chacun, sans rentrer dans les détails. Et est-ce que finalement l'été a pu rattraper les mois creux du Covid? Où est-ce qu'on en est finalement, la situation actuelle? Alors, moi, au 10 novembre, je devais avoir rattrapé le chiffre d'affaires de 2019. Dommage, raté. Mais non, mais en gros, il y a une progression, il y a une forte progression, même si là, avec le confinement, ça va se réduire, mais il y a une belle progression. Voilà. Sachant que moi, je suis ouvert toute l'année. Okay. Nous, nous, c'est vrai que on était en zone verte aussi, donc je pense que ça aide beaucoup. Mais on a rattrapé la saison 2019, d'une part, d'ores et déjà là. Et d'autre part, on a eu 3 mois de salaire en moins. Donc, mine de rien, on s'y retrouve plutôt bien. Après, espérons que l'expérience des Français en France a été assez réussi pour qu'ils y prennent goût et que ça ne soit pas one shot une fois comme ça à cause du confinement, mais qu'on ait réussi à les fidéliser dans le désir de découvrir leur pays. C'est ce que j'espère. En revanche, pour les gîtes, c'est une autre affaire. Hein. Beaucoup plus compliqué, les gîtes. Bon, je peux donner quelques chiffres rapides. Nous, on avait une année de référence qui était très élevée puisque c'était les 500 ans de la Renaissance en 2019. Donc, on a bénéficié d'un phénomène d'entraînement et de médiatisation important sur tout le territoire. Mes estimations d'ici la fin de l'année, sans parler de Noël, parce que c'est difficile de parler de Noël, mais à date aujourd'hui, on sera quand même sur une année globalement à moins 25% en trafic par rapport à une année très élevée l'an dernier. Ce qui est un score inespéré quand on a perdu les scolaires, les groupes, les étrangers, tous ensemble plus de 50% du chiffre d'affaires. Donc c'est inespéré par rapport à ce qu'on pouvait imaginer et ça évidemment à revoir après Noël si jamais on est ouvert sur le mois de décembre et qui peut là encore changer significativement les choses. Le point important, c'est le panier moyen qui a progressé nettement de plus de 30% par rapport à une année de référence très élevée qui était 2019. Donc les achats sur site, nous on n'a pas de boutique du tout, on n'a que du produit consommable lié au lieu, donc il n'y a pas de produit, il n'y a que du périssable autour des agrumes, et là on a eu une forte augmentation cette année, donc c'est plutôt une très bonne nouvelle, ça va dans le sens de la qualité du terroir et des valeurs.
Parfait. Écoutez, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clore la conférence maintenant. Merci à tous, à toutes de votre intervention. Merci Philippe pour votre animation des échanges. Merci aux 5 membres du réseau Audacieux du patrimoine que vous pouvez retrouver donc sur le site internet de la demeure historique si vous voulez en savoir plus. Merci à vous tous qui y participé et je vous rappelle que cette conférence en ligne sera rediffusée sur le site du Salon du patrimoine. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous si certains n'ont pas pu y avoir accès. Et puis je salue également Esther Schmidt qui nous suivait depuis l'Inde et depuis le Centre des monuments historiques indiens. Donc merci. Effectivement, c'est la même grande famille aux 4 coins de la planète et on va essayer de pouvoir trouver des solutions pour que le patrimoine soit vraiment gagnant et sorte de cette crise avec tous les atouts pour pouvoir faire face aux nouveaux enjeux. Voilà, je crois que c'est tout. Merci, merci à chacun. Très bonne soirée à vous et vous pouvez retrouver notre conférence donc, sur le site du Salon du patrimoine. Bonne soirée et à très bientôt. Merci encore.